Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Julie Dupont de l'entreprise Univers Vous. Elle amène la question « Et si la santé mentale au travail commençait dans l'enfance ?» À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet « L'IA nous rendra-t-elle paresseux ?» Catherine Stassin est aussi des nôtres. Sa chronique « Imaginons un monde où l'on pourrait choisir son psychiatre ». Bienvenue chez nous. Nous sommes Folie douce. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre. J'accueille maintenant mon invité, Julie Dupont. Bonjour Julie, bienvenue à l'émission. Bonjour Yvan, merci de m'accueillir. Ça nous fait plaisir. On va parler de plusieurs choses, dont Univers Vous, qui est une entreprise que vous avez fondée. J'aimerais qu'on mette la table d'abord au niveau de ce qu'on va parler. Comment vous pouvez vous présenter aux auditeurs? Écoutez, moi, je suis française immigrée depuis plusieurs années. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis ici avec vous au Québec. À travers mon cheminement personnel, à un moment, j'ai comme bloqué au niveau des entreprises, harcèlement psychologique, etc., etc. Et je me suis formée en hypnothérapie pour me sauver de mon emploi. Okay. Donc, Univers Vous est basé sur vraiment l'énergie de la colère de « c'est pas vrai que je vais mourir dans une entreprise ». Non. Donc, je vais aller la faire, moi, mon entreprise. Et c'est très, très étonnant parce que je suis venue vous parler aujourd'hui de la loi 27 et de l'implication auprès des gens. Et c'est exactement le cheminement d'Univers Vous qui a été créé pour se sauver de l'entreprise et des difficultés qu'on peut rencontrer dans l'entreprise. Vous aviez un manque de... Vous vouliez prendre un peu de contrôle sur votre vie ou est-ce que l'entreprise était lourde sur vous? En fait, je suis tombée avec une personnalité très toxique dans ma boss directe. Ouais, il y en a beaucoup, ça. Dans plusieurs milieux, il y en a beaucoup. Et quand on voit, en fait, dans les entreprises, souvent, on va être mis en contact avec un des boss, puis un des boss, ça va faire directement écho à l'énergie du parent. OK. Et l'énergie du parent rencontre, et ce n'est plus la femme de 35, 37, 38 ans qui est là, c'est l'enfant de 4 ans qui est rejeté, qui est battu à froid, etc. Okay. Et là, c'est « oh ouais, non, je peux pas rester là, finalement ». Donc, vous liez ça, vous liez un peu certains traumatismes ou certaines difficultés de l'enfance avec le monde du travail étant adulte, là. Exactement, en fait, parce que c'est pas bien compliqué. Avant d'être un employé, on est un être humain. Et avant d'être un être humain, on est un fœtus dans le ventre de sa mère. Et on rentre dans une triade. La triade papa, maman et moi. Et là, il y a des systémiques qui se mettent en place. C'est très intéressant, les systémiques. Et parfois, avec un enfant, ça fonctionne super bien. Papa, maman, bienveillant, youpi. L'enfant, il continue, il évolue. Ouais. Exactement. Et il y a d'autres personnes qui sont très, très chanceuses comme moi et qui ont une enfance assez, un mélange de chaotique et problématique, où finalement, on tombe avec 2 parents qui sont toxiques, chacun de son bord, chacun de son côté, à sa façon, à tel point, en fait, que l'équivalent de la DPJ en France m'a retiré de ma famille à 14 ans. Donc, c'est pas... C'était quand même assez grave. Oui, c'est sérieux, ça. En fait, on parlait de crimes et de sévices. Okay. Donc, c'est passé au tribunal et tout. Et à travers ça, on accumule des blessures, on accumule on est heurté par le parent, on est blessé, on est battu, on est humilié, etc. Et souvent, en fait, on va être pris, on va être mis dans un endroit, on va avoir à lutter contre ça. Mais il reste une espèce de petite trace, en fait. C'est un petit peu comme l'odeur de la moufette sur le chien. Ouais. Tu sais, tu vas aller mettre le shampoing et tout, tu vas laver, le relaver. Mais il y a toujours... Ouais, c'est ça. Il y a toujours un petit truc en arrière. Exactement. Ouais. Et bien, l'humiliation, la honte, le rapport à la personnalité toxique va faire exactement la même chose. Ce qui fait que parfois, ça fonctionne super bien. Puis d'un coup, d'un seul, le boss, il change. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, je suis plus adulte du tout et je deviens l'enfant. Et à ce moment-là, c'est la blessure qui s'exprime directement. Est-ce que vous avez réalisé ça après un certain... Est-ce que c'était assez clair quand c'est arrivé que vous avez lié ou c'était quand même un processus là, pour reconnaître ça? Il y a un processus. Moi, dans mon histoire personnelle, je suis chez les thérapeutes depuis que j'ai 14 ans, justement. Donc, j'ai quand même été pas mal accompagnée avec beaucoup de travail. Donc, je voyais bien qu'il y avait une problématique, mais le fait d'aller identifier elle était comme ma mère, elle me toisait, elle me passait à côté, j'existais pas, puis d'un coup, elle me reconnaissait. Puis le fait de pas savoir sur quel pied danser, etc. C'est quelque chose de vraiment compliqué et quelque chose qui peut provoquer énormément de
de problématiques comme les symptômes d'anxiété, comme aller se ridiculiser puis s'humilier tout seul parce que finalement, si je le fais, personne d'autre le fera à ma place. Donc, au moins, je gère l'histoire et tout et finir par s'écœurer. Donc, être quelqu'un, puis je pense qu'il y a beaucoup de vos auditeurs qui vont se reconnaître, être quelqu'un d'hyper performant avec des ratios, des évaluations à plus de 200% de rendement, là, c'est pas rien. Donc, c'est quelqu'un qui rentre dans l'hyper-performance. Ça, c'est un des enjeux d'avoir eu une enfance difficile, traumatique, et donc d'avoir appris que finalement, si je suis utile, si je sers, s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, ben on va pas se détacher de moi, donc je suis safe. Donc je vais aller alimenter ça, et c'est quelque chose qui est très prisé dans les entreprises. Ah ouais, t'es bon, high five, etc. Mais ça brûle tout ça, là. Ah ben ça... Tu sais, les gens, l'être humain a besoin aussi des fois de souffler un peu, puis on en demande beaucoup aussi avec nos technologies. On a l'impression que c'est pire qu'avant, parce qu'avant ça, on fonctionnait avec le fax, puis on peut toujours dire on n'a pas reçu le fax, puis là, ça nous faisait gagner au moins une demi-heure avant qu'on reçoive l'autre fax. Ouais. Mais là, c'est dans l'instant. Il faut faire les choses. On reçoit un courriel, on reçoit une demande. Tu sais, les gens sont très... on est beaucoup sur le dos des gens, je trouve, dans les entreprises, sans qu'on ait nécessairement les moyens, comme être humain, de faire autant. Là. Exactement. Puis à un moment, l'être humain, il est faillible. L'être humain, à un moment, il va aller mettre son genou à terre et ce n'est plus l'adulte qui va intervenir. Et donc là, on va rencontrer et on va aller étiqueter les personnes de personnalités difficile, c'est un employé difficile, tu comprends? Ouais. Et à aucun moment, il y a quelqu'un qui dit « Attends, là, je vais lever la main là parce que ça fonctionne pas. Cet employé est hyper performant. On veut pas aller perdre cette qualité de travail-là. » Mais d'un autre côté, au niveau réactivité, autorité, opposition et tout, ça devient difficile. Puis ça, je l'ai vu récemment avec une cliente qui rentre dans mon bureau. Sa problématique à elle, c'est de ne pas être capable de poser des limites. Et ça en fait partie justement des incidences sur une enfance difficile. Et elle s'assied, elle fait « Ah, tu vas être contente, j'ai licencié une employée. » Bon, ben oui, parfait, super. Tu sais, oui, tu as été capable de poser les limites et tout, parfait. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Et là, j'ai droit à la situation où cet employé-là qui a été licencié, à ce moment-là, en fait, rencontrait une problématique entre 2 actionnaires sur 3. Et je lui dis, est-ce qu'elle rencontrait une problématique d'affrontement avec toi? Parce que ma cliente a un caractère très, très doux. Elle est douce comme le velours, cette femme-là. Et elle me fait, ben non, étonnamment, c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de me rendre compte. Puis il y a eu un incident avec moi, du coup, on a pris la décision. Je fais, ça se peut-tu que les 2 autres actionnaires, elles aient du feu, puis de la drive un peu comme moi, énergie très directe et tout? Et là, elle me fait, oui, c'est vrai. J'ai fait, mais là, en fait, vous venez de licencier quelqu'un et vous venez de lui confirmer qu'elle n'avait pas le droit et qu'elle devait avoir peur de l'autorité. Et il y a forcément, je suis intimement persuadée, je lui dis, tu peux aller valider avec cette personne-là, elle doit avoir une enfance difficile. Elle me fait, oui, en effet, elle s'était confiée à moi. Quand même incroyable. Ouais. Donc, ça touche beaucoup de gens. Là. Est-ce que c'était quelque chose de connu? Est-ce qu'il y a de la documentation là-dessus? Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites? Ou c'est plus avec vous-même, votre... Moi, c'est avec mon histoire à moi, très personnelle, et du coup, mon expertise, parce que vont se présenter dans mon bureau des travailleurs indépendants, des travailleurs autonomes qui sont dans l'hyper-performance et tout, et à ce moment-là, ils me disent, mais je suis brûlée, mais j'arrive pas à faire autrement. Ouais. Et l'autorité, moi, j'ai eu une cliente qui payait pas ses impôts, elle les déclarait pas, parce que tu comprends, c'est inadmissible, moi, j'irais pas là. L'opposition, on était au taquet de ce bord-là, ça marchait pas. On rejette l'autorité. On rejette les règles, en fait, de la société. Vous parliez tantôt, Julie, de la loi 27. Qu'est-ce que c'est, en fait? La loi 27, c'est une nouvelle loi au niveau de la CNESST qui a été émise le 6 octobre, il me semble, ou le 4 octobre. Ouais. Elle encadre, en fait, les nouvelles responsabilités de l'employeur pour assurer un milieu de travail sain. Et il y a une subtilité à l'intérieur, c'est parce que c'est pas uniquement que dans le milieu de travail, puisqu'elle l'encadre aussi quand on vit de la violence conjugale et de la violence familiale. Donc, on va dans cette voie-là et c'est une très, très belle avancée parce que je pense sincèrement que les milieux de travail ont matière à aller s'assainir assez rapidement. En revanche, on oublie l'angle de vue qu'on est des êtres humains et qu'en tant qu'être humain, on est issu d'une famille, on est issu de cette
contexte, souvent, on parle d'emprise, on parle de soumission, on parle d'aller apprendre à rejeter nos propres limites, à ne pas les respecter, etc. Et là, après, on va avoir des employés qui soit ne vont pas poser leurs limites et donc vont se faire déborder et vont rentrer dans un burn-out, dépression, etc. Soit vont aller s'opposer, vont être critiques, vont être revêches, vont rentrer ils vont être qualifiés en fait de personnalités difficiles à travailler. Et là encore, à quel point cette personne-là en est responsable de ça et à quel point finalement ça ne devient pas un enjeu de société. Est-ce qu'on ne devrait pas encadrer de façon beaucoup plus serrée ces personnes-là qui sont de très, très bons employés avec une qualité de travail hors pair souvent, mais au niveau de l'attitude, parce que rushé, etc., parce que toute l'enfance, puis toutes les systémiques, ça amène des difficultés. Les entreprises ont quoi comme moyen ou qu'est-ce qu'elles devraient faire pour améliorer? Ça serait dans l'intérêt de tout le monde. Là. Les employés seraient plus heureux, les entreprises seraient heureuses de garder leurs employés heureux, donc tout le monde est content, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense sincèrement que d'aller responsabiliser les personnes, parce que souvent la personne qui a été victime dans l'enfance est comme « Oh là là, moi j'irai pas dans la zone de victime, oublie-moi complet s'il te plaît ». Puis là, c'est vraiment important d'aller lui remettre puis de lui dire « Ben oui, t'as été victime ». Et si tu y vas, ça va peut-être à la fin, ça va peut-être t'aider. Là. Exactement, tu vas aller t'alléger. Et tout ça, donc on a plein d'approches, etc. Mon approche à moi, c'est l'hypnose thérapeutique ericksonienne, qui est une hypnose très surveillée, puis très safe en fait pour les personnes, très douce. On a aussi la PNL qui va être une approche beaucoup plus pratico-pratique avec le langage, la prise de conscience. Qui est de plus en plus répandue, d'ailleurs, la PNL. On en entend parler beaucoup. Là. Et vous faites ça dans votre entreprise. En fait, vous pouvez aider des employés, des entreprises, des gens. Là, mais exactement. J'avais donné un atelier sur 2 jours à une entreprise sur les moyens de communication pour aller communiquer, ne serait-ce que la question pourquoi, c'est une microagression. Donc, si on arrête ça avec l'employé, tu lui hérisseras plus le poil, puis il sera plus en réaction, puis finalement, toute l'ambiance va être beaucoup plus allégée. Oui. C'est très important dans notre monde. On a connu, je pense qu'on est rendu là en termes de monde de l'emploi. Il y a de moins en moins de gens en âge de travailler. La population vieillit. On veut garder les gens qui sont là. On veut les garder heureux. On veut que l'entreprise prospère. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'y attarde. Là, exactement. C'est ça. Est-ce qu'on peut mentionner, il nous reste encore 1 minute, est-ce qu'on peut mentionner comment on peut en savoir plus sur vous et puis comment on peut éventuellement vous engager ou avoir recours à vos services? Parfait. Mais pour en savoir plus sur moi, direction mon site web www.universvous.com, UNIEVERSVOUS. Tout collé, là. Tout collé. Sinon, sur les réseaux sociaux, Julie Dupont, je suis très présente et réactive et je m'attarde à répondre puis à être là pour vous. Oui, D-U-P-O-N-T, donc Julie Exactement. comme Julie et Dupont comme ça. Et Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Fort intéressant. Puis j'espère que les entreprises vont voir l'importance de rendre leurs employés heureux, puis que les employés eux-mêmes se sentent aussi prêts à faire ce genre de retour, peut-être pour mieux aller pour l'avenir. J'ai bon espoir. Oui, merci beaucoup et puis à la prochaine. Parfait. Au revoir. Au revoir. Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, l'IA nous rendra-t-elle paresseux? Oui. L'IA étant l'abréviation maintenant, je dirais, internationale du monde francophone pour intelligence artificielle. Oui, on entend parler depuis une couple d'années, je dirais, beaucoup, là, depuis l'année passée surtout, mais surtout, c'est quand même récent. Là. Oui. Alors, c'est une bonne question à se poser. C'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Ainsi, l'IA nous rendra-t-elle paresseux? » Moi, ça avant de... Je ne sais pas si tu vas l'aborder. Moi, ce que je trouve que ça fait l'IA, paresseux peut-être, mais surtout, on perd des aptitudes. Tu sais, comme les gens, je sais pas, vont dicter des affaires. Donc, tout le côté recherche, la débrouillardise, il me semble que c'est plus ça, pour moi, qui est en train de faire. Là, en fait, tu vas voir au fil et à mesure de ma lecture qu'en effet, ça ouvre la porte à toutes sortes de questions. Ouais.
c'est l'intelligence artificielle qui remplace notre esprit, mais dans presque toute sa mesure. Ouais. L'idéal, je pense, c'est de s'en servir, mais en étant quand même présent, là, parce que sinon, on abandonne tout. Oui, mais c'est ça, mais c'est intéressant parce que ça représente, d'une certaine façon, je dirais, presque un défi. Ouais. Alors, l'article s'appelle « L'IA nous rendra-t-elle paresseux ?» J'ai pris ça sur le site Revue Gestion, un site canadien. C'est écrit par un monsieur du nom de Jean-François Venn, qui est journaliste. Alors, ce monsieur nous dit « Les outils d'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire capables de générer du texte, des images, des vidéos ou d'autres médias en réponse à des requêtes, font rêver ceux qui les regardent sous l'angle des gains de productivité. » Mais il faut aussi craindre la perte de certaines habiletés cognitives et l'émergence d'un nouveau fléau, soit la paresse. J'ajouterai la paresse au sens large. Ouais. Alors, ce monsieur nous dit « L'automatisation des tâches manuelles se poursuit depuis très longtemps, mais l'arrivée de l'IA générative nous fait franchir un pas supplémentaire, soit l'automatisation des tâches cognitives. » Monsieur Xavier Parent-Rochelot, qui est professeur adjoint au département de gestion des ressources humaines de HEC à Montréal, nous dit « Certains redoutent que le rôle de l'être humain soit réduit à celui d'un opérateur de machine. De plus, toute forme d'automation peut engendrer une perte de vigilance qui se traduit par une diminution des compétences. » Il donne l'exemple des pilotes d'avion. Puisque la majeure partie du vol repose sur l'aide automatique, le défi des compagnies aériennes consiste à trouver des manières de s'assurer que leurs employés restent concentrés et qu'ils savent réagir lorsqu'ils ne peuvent plus compter sur cet appui. En 2009, le vol Air France 447 s'est écrasé dans l'Atlantique parce que les pilotes n'ont pas bien réagi après que le système automatique se soit désengagé en pleine tempête. Il précise que d'autres estiment au contraire que l'IA sera source d'émancipation. Elle libérera les êtres humains de tâches répétitives et ennuyeuses pour qu'ils en accomplissent d'autres qui exigent plus de créativité. Est-ce que l'IA va pouvoir récurer les toilettes? Ça serait génial. Tu sais. Des tâches que personne ne veut faire qui ne donnent pas grand-chose. Ça nous prendrait un vrai robot. Ouais, un vrai robot. Peut-être, on va voir. Ça serait bien, ça. Alors, on nous dit, les deux visions ont du mérite, croit le professeur. Tout dépendra de notre manière d'utiliser ces outils. La même ambiguïté apparaît lorsqu'on réfléchit à la paresse. Elle vient souvent d'un manque de motivation, note le professeur. Or, la technologie peut devenir motivante ou démotivante. On nous rappelle que la motivation découle de la satisfaction de 3 grands besoins psychologiques, soit l'autonomie, la compétence et l'appartenance sociale. L'IA pouvant combler ou frustrer ces besoins, la paresse ne constituerait donc pas un effet inévitable de l'usage de l'intelligence artificielle. Un article publié en juin 2023 dans la revue Humanities and Social Sciences Communications présente tout de même des résultats inquiétants. Les chercheurs ont analysé l'impact de la diminution du rôle des êtres humains dans les processus décisionnels sur 285 étudiants universitaires au Pakistan et en Chine. Leur étude semble montrer que l'IA rend bel et bien les gens plus paresseux. Dans leur article, les chercheurs rappellent que nous avons de plus en plus recours à l'IA pour analyser la quantité de données désormais gigantesques qui entrent en jeu dans les prises de décision. Selon eux, cela entraînera une érosion de certaines capacités cognitives liées à la prise de décision puisqu'on tend naturellement à perdre les capacités qu'on n'utilise pas. C'est comme une partie du corps finalement. C'est un peu comme l'écriture actuellement. Il y a beaucoup de gens qui écrivent presque plus à la main. C'est vrai, de moins en moins. On perd de la dextérité. Là. Oui. La croissance de l'usage de l'IA limiterait donc forcément la capacité du cerveau humain de penser. Comme l'IA infiltrera tous les aspects de notre vie quotidienne, cette érosion pourrait se généraliser. Cette dépendance envers l'IA minimisera notre autonomie en remplaçant nos choix
Par ses choix, il nous rendra paresseux dans divers aspects de la vie, écrivent les chercheurs. Le biopsychologue américain Nigel Barber s'est intéressé à ce phénomène. Pour bien le faire comprendre, il aime citer la relation entre Bertie Wooster et son majordome Jeeves dans les romans de P.G. Wodehouse. Bertie est un riche Anglais plutôt oisif dont l'intelligence n'atteint pas les mêmes sommets que son compte en banque. Heureusement, Jeeves est intelligent et rusé. Il sauve donc régulièrement son patron de situations embarrassantes. Dans un article publié dans Psychology Today en 2015, Nigel Barber soutenait que l'IA se développera au point de servir des fonctions similaires à celles de Jeeves, ce qui diminuera d'autant les efforts mentaux que nous aurons à accomplir pour planifier, organiser et décider. C'est bien parti, on va poursuivre plus tard à l'Espresso allongé. Merci Pierre. À venir dans cet épisode de Folie douce, Catherine Stassin amène sa chronique « Imaginons un monde où l'on pourrait choisir son psychiatre ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec sa question « L'IA nous rendra-t-elle paresseux ?» Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est maintenant le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Alors ta chronique aujourd'hui, le titre « Imaginons un monde où l'on pourrait choisir son psychiatre ». Bon, je dis imaginons parce qu'on sait très bien qu'on ne vit pas dans ce monde-là en ce moment au Québec. Donc on peut imaginer comment serait notre psychiatre idéal dans le fond. Ouais, idéalement, c'est qui et quelles sont ses qualités. Évidemment, c'est extrêmement subjectif ce que je suis en train de vous dire. Mais comme tu dis, moi j'ai rencontré des gens au courant de l'histoire de Folie douce qui disaient mon psychiatre, je ne changerais pas parce que c'est le bon psychiatre pour moi. Il y a des gens qui ont été chanceux, mais c'est pas tout le monde. Puis il y en a des bons psychiatres, il y en a sûrement des moins bons comme dans toutes les professions, mais il y en a qui sont extraordinaires. Là, puis ces gens-là les avaient, donc ils trouvaient que c'était... Wow. Oui, mais tant mieux, c'est bien. Ça montre qu'on peut trouver son psychiatre, peut-être pas le bon pour soi, ou en tout cas pas... Oui, il peut t'adapter, mais il peut ne pas l'être. Ouais. Donc, on va essayer de voir ici d'abord de manière un peu plus objective les critères qui font que... c'est quoi un psychiatre aussi? Bon, un psychiatre, c'est d'abord un médecin qui s'est spécialisé. Et donc, c'est une profession scientifique. On est d'accord qu'on lui demande des qualités extrêmement scientifiques, de déduction, de croisement d'informations, de véracité du diagnostic, de capacité d'identification de troubles par rapport à quelque chose qui vous embête la journée, qui vous a énervé, etc., par rapport à un vrai trouble. Et aussi... de nos jours, une véritable expertise en pharmacologie, parce que on veut pas que ce soit quelqu'un qui prenne toujours les derniers médicaments pour faire plaisir à une compagnie, ou on veut que ce soit vraiment des personnes qui aient réfléchi à la pharmacologie, adaptée à votre trouble et adaptée à votre parcours. Et votre biochimie. Donc, on veut vraiment quelqu'un qui soit bien au fait de ces éléments-là, et donc quelqu'un qui va déduire scientifiquement ce qu'il y a de mieux, et quelqu'un qui respecte évidemment les bonnes pratiques via son ordre, ou ici via l'Association des psychiatres du Québec. Alors, évidemment... on doit lui rajouter à tout cela des qualités humaines. C'est ça qui vont aussi souvent, mais pas faire qu'on va accrocher avec quelqu'un, en plus de l'expertise, où on va se dire, tiens, il connaît sa matière, il me parle de manière évidente et claire. On va arriver, donc au-delà des faits scientifiques et des connaissances scientifiques
du psychiatre, on lui demande de manière importante d'avoir une écoute active. Parce que s'il n'écoute pas activement un patient, il ne va pas pouvoir adapter et trouver le bon traitement et les médicaments, etc. Donc, on lui demande aussi une écoute active, sans jugement, et qui va laisser la parole au patient un minimum. Donc, c'est sûr qu'ici, on est pris aussi avec des délais. Mais je pense, et là j'ai croisé un petit peu des informations, que quand un psychiatre rencontre, en tout cas au début, l'idéal ce serait minimum 30 minutes. Moi je trouve qu'1 heure, ce serait bien pour faire le tour des problèmes et d'aller un petit peu, parce qu'il faut que la personne ose s'ouvrir. Pour créer le bon contact aussi. Le contact, et puis il faut aussi, c'est pas parce que quelqu'un vient s'asseoir que tout de suite la personne va oser raconter tout comme ça, c'est pas évident, il faut mettre en confiance la personne. Si elle vient consulter, il y a une bonne raison en général. Donc, je trouve que c'est une question, en effet, de mise en confiance, de se sentir écouté, et l'autre, le psychiatre, de montrer qu'il a une écoute ouverte, active, d'accord ? Et aussi, ça va être quelqu'un qui va être capable, ici, on est encore dans l'humain, mais c'est aussi une formation de base, je trouve, c'est qu'il doit être un bon communicateur et vulgarisateur. C'est sûr que le patient ne va pas comprendre toute la pharmacologie ou le traitement formulé de manière purement scientifique, mais s'il est capable de vulgariser, d'expliquer, voilà, ce traitement par rapport à un autre, je vous propose celui-là parce que j'estime que et que. Donc, il donne des déductions de son écoute, de son analyse de votre dossier. Et donc... Et de ramener les choses à la vie courante, parce que dans l'histoire de Folie Douce, on a reçu quelques psychiatres, là, puis ceux qu'on a reçus étaient bons, justement, ils étaient capables de bien vulgariser, puis d'arriver avec une façon d'expliquer les choses, puis de mettre ça... à la portée de tous. À la portée de tous, voilà. Puis ils semblaient justement à l'aise à faire ça, fait que c'est important. Ça, c'est une qualité extrêmement précieuse, parce que... pour qu'un traitement fonctionne, bon, il y a les médicaments, il y a l'approche psychiatrique utilisée, mais il y a évidemment la capacité à créer une alliance avec le patient. Si vous ne créez pas une sorte d'alliance en lui expliquant et en laissant une place pour que le patient vous pose des questions, ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner au mieux de la possibilité. Ça va peut-être fonctionner parce que le médicament va fonctionner. Mais c'est vraiment, pour que le traitement soit optimal, il faudrait qu'il y ait alliance entre le patient et le psychiatre. Et le psychiatre, là, doit créer cette dynamique-là. Évidemment, le patient va être invité à rentrer dans cette dynamique, mais c'est quand même au psychiatre qui est formé pour ça, d'aller mettre la table et donc pour aider le patient et à créer cette dynamique entre eux. Alors, ils doivent travailler en équipe, finalement. Ils doivent faire une équipe. Idéalement, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux pour qu'en effet, comme je dis, ce soit optimal. C'est pas comme quelqu'un qui subit le traitement, puis l'autre qui donne. Non, c'est ça, voilà, prenez le médication, vous revenez dans 6 mois, on verra. Au revoir, monsieur, madame. Puis la plupart du temps, c'est jamais... dans un cas comme ça, justement, il va toujours être obligé de changer, modifier la prescription. Oui, c'est ça. Bon, ceci dit, ici, ce n'est pas un jugement que je pose, une critique, parce que je sais qu'il y a des délais, il y a du temps imparti pour les psychiatres. C'est pas facile à gérer tous ces éléments en même temps. Ce qui est important ici, c'est qu'on voit que c'est quand même une relation qui est humaine ici. Donc, et c'est très important par rapport à d'autres spécialisations. On prend la chirurgie cardiaque. C'est sûr que si l'opération réussit, on va dire, bon, mon Dieu, quel bon médecin, etc. Bon, il peut y avoir des complications, donc ça peut être autre chose. Mais je veux dire, on pourra juger par un dermatologue qui opère, qui retire quelque chose. On peut juger assez facilement, tiens, il est efficace. Assez rapidement, surtout. Voilà, aussi, même s'il n'est pas très sympathique, ou il ne doit pas être sympathique, mais disons qu'il ne crée pas une véritable relation, etc. Normalement, vous devriez vous en sortir avec une belle cicatrisation. Mais bon, ici, c'est autre chose, la psychiatrie. Donc, on demande des qualités bien spéciales. Et là, le bon psychiatre, il doit vraiment être capable aussi donc d'entendre votre retour sur le traitement, sur la pharmacologie, sur l'approche qu'il propose. Vous avez droit à vous exprimer. Je ne dis pas que vous devez toujours le contester. Oui, si c'est le cas, allez-y avec des arguments. Mais c'est important de communiquer ce que vous ressentez et ce que vous avez compris. Tiens, moi, j'ai compris que ça allait être ça. Est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer ? Alors, lui doit être en mesure de répondre à ce que vous lui demandez. Et on peut se tromper. Lui peut se tromper, vous pouvez vous tromper, parce que s'il y a, il y a des
des maladies qui sont plus multiples ou à couche, c'est plus difficile aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut laisser un peu de temps au psychiatre à vous connaître. C'est ça l'importance de pouvoir prendre le temps de discuter avec lui. Donc, les choix, c'est pas toujours facile et il faut en discuter. Maintenant, on veut aussi, mais en même temps, on n'est pas dans une séance chez un psychologue qui, lui, n'est pas un médecin, mais un professionnel de la santé qui a étudié longuement aussi la psychologie. Il doit apporter quand même un certain soutien psychologique et de l'empathie, parce qu'il y a une souffrance psychique dans la maladie mentale. Mm-hmm. Mais on est d'accord qu'on n'est pas là pour aller faire une thérapie. Et souvent, d'ailleurs, chez le psychiatre, on va lui dire, je vous invite à commencer une thérapie de tel ou tel type adapté à votre problème. Ou votre condition, hein, pas toujours un problème, une condition ou une maladie. Donc ça, oui, il y a quand même une dose de soutien psychologique. Hein, et il y a aussi de l'objectivité, de l'impartialité, parce qu'il analyse les faits et puis il va donner son opinion. Mais si jamais il vous dit quelque chose qui est contre-productif, qui est carrément un jugement sur votre état physique ou un jugement sur votre manière de vous comporter, là, ça vous sonne une sonnette d'alarme. Il n'a pas à vous critiquer sur votre physique, par exemple, et dire « mais enfin, faites un effort, vous pouvez faire du sport, tout le monde en fait » ou des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à critiquer, c'est pas du soutien, ça. Il y a une manière d'apporter la chose et d'encourager les gens à faire du sport, on peut faire des suggestions, mais ce n'est pas une critique directe qui va aider une personne qui est déjà en état de faiblesse. Donc, et qui en plus aura difficile à se défendre et a dit « oui, mais ce psychiatre m'a traité de, alors que vous êtes déjà en difficulté. C'est pas facile de prendre cette énergie qui est petite encore pour aller en plus vous défendre par rapport au psychiatre. » Donc, en même temps, son rôle, attention ici, il ne doit pas dire oui à tout ce que vous dites, hein, le psychiatre. Il est vraiment là pour contextualiser, reformuler, dire quel est son diagnostic et proposer des solutions. Donc oui, il va aller contre ce que vous pouvez dire des fois. Et c'est intéressant tant que ça se passe dans un échange courtois. Puis, comme tu disais tantôt, c'est le professionnel. Il connaît la psychiatrie, il connaît la médication qui va avec les problématiques. Donc, mais comme tu dis, je pense qu'il faut qu'il y ait un contact, il faut qu'il y ait une bonne discussion entre les deux. Là. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est autre chose que se faire soigner une verrue chez un dermatologue ou autre chose. Oui, c'est pas ça. Pour amoindrir mais les problèmes, mais c'est vraiment une discipline un petit peu à part. Hein. Ouais. Alors, il doit prendre des décisions difficiles. Hein. Des fois, est-ce qu'il propose un internement, il propose une hospitalisation, donc d'autres médicaments. Oui, mais cela ne fonctionne pas bien. Vous, ça vous change votre routine, etc. Donc, il doit être capable aussi de prendre et d'être prêt à la confrontation avec le patient tout en restant empathique et en donnant du soutien. Il y a des patients qui sont exaspérés parce qu'ils ont essayé plein de choses, plein de médications. Il y avait peut-être un psychiatre avant avec qui ils ne s'entendaient pas. Là, ils veulent avoir de l'espoir, puis c'est ça. Là, puis, il y a des nouveautés, il y a des modes, entre guillemets, il y a des nouveautés, il y a des approches psychiatriques qui changent, la pharmacologie change, etc. Ouais. Donc, il faut quelqu'un, évidemment, de curieux qui est au fait de tout ce qui se passe. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu? C'est que c'est vraiment une discipline assez pluridisciplinaire, scientifique à la base, évidemment, mais il y a beaucoup de subjectivité également. Donc, dire quel est un bon, quel est un mauvais psychiatre, c'est extrêmement difficile. Mais faites confiance à votre ressenti. Allez voir quelqu'un qui est père aidant dans l'équipe. En général, il y a des équipes. Allez discuter, voir qu'est-ce qui peut être fait. Est-ce que vous avez le droit de changer? Est-ce que vous pouvez discuter de ça avec un infirmier, une infirmière? Ne restez pas sur ce ressenti parce que ça va être contre-productif pour votre guérison. Il faut s'écouter, comme tu dis. Je pense que c'est ça la meilleure suggestion. Et c'est difficile quand on est dans une phase difficile pour un patient de prendre en plus ce temps-là, mais c'est important de le faire. Donc, moi, je dirais qu'évidemment, en dehors des caractéristiques scientifiques primordiales, on veut que ce soit un bon communicant, qu'il écoute et que vous aussi, attention, mesdames, messieurs, soyez aussi acteurs dans votre traitement. C'est important parce qu'il a beau être le meilleur psychiatre, si vous n'êtes pas acteur, qui ne vous encourage pas à être acteur, ça va être quelque chose que vous allez sentir comme imposé. Donc, ce n'est pas très productif. Et tout de suite, c'est bien peut-être de montrer son implication, puis ça va déjà lui aussi le mettre au courant qu'on veut participer
cet Voilà. effort-là. Oui. En terminant, donc... dans le monde idéal, hein, en terminant, Ouais. dans le monde idéal, si vous avez le choix de changer, changez, Oui, si ça c'est vous fait du bien. Allez-y, oui. Puis Et comme puis d'habitude... voilà, il n'y a pas de problème. Oui, comme d'habitude, Catherine, sur le nom de ta chronique, Imaginons un monde où l'on pourrait choisir son psychiatre, on Oui. aura des références dans notre site web. Bien entendu. Antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie Douce. Merci beaucoup pour cette chronique et à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. De retour au micro à Folie Douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Nous poursuivons avec le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre. L'IA nous rendra-t-elle paresseux? Oui, une bonne question à se poser. Et oui, alors c'est un article que j'avais trouvé sur Internet qui s'appelait l'IA. En fait, ça s'appelait ainsi, l'IA nous rendra-t-elle paresseux? Et c'est un article écrit par un monsieur du nom de Jean-François Venn, qui est journaliste. Et il nous parlait d'un biopsychologue américain du nom de Nigel Barber. Et celui-ci avait déclaré en 2015 qu'il craignait que notre cerveau se mettrait à régresser. Il avait dit que l'avenir était un brouillard aristocratique. Donc déjà en 2015, un peu clairvoyant. Non, donc ça date pas d'hier. Non, ouais. c'est ça. Mais ce monsieur Barber s'est repris 8 ans plus tard pendant une entrevue publiée par la revue Gestion. Et il avait nuancé ses propos. Il avait dit cette conclusion s'inspire des effets de la mécanisation du travail. Lorsque les machines ont remplacé les humains pour effectuer les travaux lourds sur les fermes et dans les usines, les gens sont devenus moins actifs physiquement, ce qui a notamment contribué à une épidémie d'obésité. Et pour l'instant, on ne voit pas de preuve que le fait que les individus aient accès aux technologies numériques ne les rende plus stupides. Fin de la citation de M. Barber. Mais celui-ci croit cependant que certaines habiletés pourraient disparaître. Si l'intelligence artificielle peut produire un tableau à la manière de Rembrandt, pourquoi quelqu'un voudrait-il s'astreindre à acquérir un tel niveau d'habileté? Les gens ne perdront pas l'intérêt de s'exprimer à travers une peinture, nous dit M. Barber, mais l'artiste deviendra plus un producteur qu'un artisan. Il apprendra à obtenir le meilleur résultat de l'IA plutôt qu'à développer ses propres habiletés manuelles. La seule chose que je peux dire, si je peux me permettre, Oui. c'est que j'ai l'impression que ça paraît. Tu sais, ça paraît quand c'est de l'intelligence artificielle. Oui. Puis, oui, parce que c'est pas pareil. Là. Tu sais, et on viendra pas me dire qu'un artiste, tu vas regarder une œuvre, puis tu vas regarder un truc créé par l'IA, ça sera pas pareil. Puis je pense pas que ça va jamais arriver à la même... tu sais, il y a quelque chose qui est comme pas explicable, qui Oui. de l'humain, du créateur, qui sera jamais pareil. Il y a avec plein l'IA. d'animations qu'on peut voir. Tu sais, quand on va sur YouTube, Ouais, qui sont créées par intelligence ça artificielle. paraît. Là. Et je te rejoins, c'est vrai que ça Ça paraît. paraît. Il y a un aspect humain qui est difficile Ouais. à pointer du doigt, là, mais on le ressent. je Toi trouve. qui es compositeur musical aussi, tu sais, on a essayé avec l'IA de recréer, de créer des fausses vedettes ou des faux Ouais. chanteurs. Puis je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Mais c'est déjà commencé, hein, la composition par intelligence Ouais. artificielle. On va voir où est-ce que ça va nous mener. Oui, on verra bien. Oui. Alors, je poursuis la lecture. L'IA générative soulève aussi des questionnements quant à l'avenir de la créativité, justement. Les recherches menées par la neuroscientifique allemande Barbara Handel de l'Université de Würzburg montrent que l'usage... Bravo. je fais de mon mieux. Oui, vraiment. Montre que l'usage des technologies numériques fixe notre regard souvent et longtemps sur un écran et que nous bougeons très peu. Or, cette posture contrainte nuit à la créativité. Les travaux de Barbara Handel, dont les résultats ont été publiés en 2022 dans la revue Psychological Journal, indiquent que ce n'est pas tant le fait de se mouvoir ou non qui influe sur notre créativité que celui de pouvoir décider librement de nos mouvements. Pour préserver cette faculté, nous avons donc intérêt à quitter régulièrement l'écran des yeux et à regarder par une fenêtre ou à nous lever pour marcher, etc. Mais elle continue en disant « Mais plus nous utilisons des outils numériques, plus nous avons tendance à négliger cet aspect. » Elle ajoute à cela que la créativité s'apprend. Or, si nous l'employons moins
parce que nous reposons davantage sur l'IA, nous risquons de devenir moins créatifs. Elle poursuit en disant d'autres facultés cognitives qui ont besoin d'être entraînées et utilisées, comme la mémoire, pourraient aussi s'atrophier. Elle ajoute que si ces facultés déclinent plus tôt dans nos vies, les personnes âgées pourraient commencer plus rapidement à souffrir de pertes cognitives. La neuroscientifique précise qu'il existe 2 formes de créativité. La créativité convergente, qui vise à trouver une solution unique à une multitude de problèmes et à cerner les tendances, et la créativité divergente, qui aide plutôt à imaginer plusieurs solutions à un problème. Elle continue en disant « L'IA aide dans le domaine de la créativité convergente car elle excelle à déceler des tendances en scrutant de grands volumes d'informations. » Mais elle s'utilise moins facilement dans la créativité divergente, car on a du mal à lui poser une question assez précise pour qu'elle puisse imaginer plusieurs solutions originales. L'entrepreneur en neurosciences américaine Katharina Lengold croit pour sa part que nous sous-estimons largement l'effet des changements que l'IA provoquera dans nos vies. Alors, je dois m'arrêter ici, Yvan, mais les gens pourront poursuivre la lecture eux-mêmes. Oui, on mettra ça sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce. L'IA pour l'intelligence artificielle nous rendra-t-elle paresseux? Merci Pierre pour ce sujet. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Avant de terminer cet épisode de Folie douce, je veux te remercier, Pierre, pour ton travail en régie. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton sujet. L'IA nous rendra-t-elle paresseux? Des questions à se poser. Oui, il faut se croiser les doigts. Oui, il faut surveiller ça. Notre invitée en début d'épisode, Julie Dupont de l'entreprise Unis vers vous, a amené la question « Et si la santé mentale au travail commençait dans l'enfance? » Notre collaboratrice Catherine Stassin était aussi avec nous. Sa chronique « Imaginons un monde où l'on pourrait choisir son psychiatre ». C'est donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.